Amis réfractaires, aujourd'hui on aura pu parler de plein de trucs différents. On aura pu parler de l'effondrement de la civilisation, des crises économiques, des vagues de licenciements, de la dépression sociale, de la dérive autoritaire, des scandales ou de toutes les catastrophes écologiques qu'il y a partout dans le monde. On aurait pu, mais ce serait passé à côté de l'essentiel, et l'essentiel on va en faire une vidéo spéciale aujourd'hui puisque Lionel Jospin a sorti un nouveau livre. Mais non, tu peux pas dire que ça intéresse personne, Lionel Jospin qui sort un livre quand même. Regarde Libération, ils ont fait un article élogieux là-dessus, ça veut dire qu'au moins Laurent Geoffrin est intéressé. On va donc parler de cet homme dont la légende raconte que jeudi, quand il est rentré dans le studio de France Inter avec Léa Salamé, il aurait envoyé quelques SMS pour tenter de privatiser Radio France. Ouais, ça devait être la nostalgie, tout ça quoi. Et on a donc chargé notre stagiaire de lire le bouquin et de nous faire une analyse pertinente sur le cœur, sur vraiment ce qui était essentiel à retenir sur ce bouquin. Donc Philou, est-ce que tu peux nous livrer ton ressenti ? Merci Philou pour ta sagesse, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du canard, des bisous. Bon, c'était rapide aujourd'hui Philou ? Ça va ? T'as passé une bonne journée ? Bon, à part Jospin, il y a eu quand même beaucoup de nouvelles et ça va être très dense cette revue des réfractaires aujourd'hui. Donc je rappelle, les revues des réfractaires c'est tous les lundis et on fait un regard critique, une revue de presse où on s'intéresse à l'actualité en faisant une petite analyse. Et on va commencer aujourd'hui avec 7 scandales qui nous montrent chaque jour un peu plus que si la 5e République est un coup d'état permanent, et ben la Macronie, elle, c'est plutôt un naufrage permanent. On en parlera dans une vidéo très prochainement, mais là, on est en train de vivre une crise financière qui va s'aggraver dans les mois à venir. Ce qui fait qu'on est dans une situation où chaque emploi compte. Mais aussi là où l'intérêt général doit être préservé, parce que si on laisse les acteurs économiques dans la tourmente d'une crise économique, eh ben ça va mal se passer. Ce qui fait que l'État, aujourd'hui, il a vraiment un rôle essentiel et il ne faut pas l'abandonner. Alors cette introduction, elle est importante parce qu'on va parler de Veolia qui va bientôt prendre possession de Suez, ce qui va créer un géant privé de la gestion à la fois de l'eau et des déchets qui va peser un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros par an. Et le procédé qui va permettre ça, c'est ce qu'on appelle une OPA hostile. Et clairement, je comprends pas vraiment cette histoire, mais en gros, c'est par un jeu de marché que Veolia va pouvoir racheter Suez, et ça sans son accord. On rappelle aussi que l'État est actionnaire de Suez. D'ailleurs, si toi tu t'y connais, que tu es capable d'expliquer ce qu'est vraiment concrètement une OPA hostile, est-ce que tu peux le mettre par commentaire, comme ça ceux qui veulent aller plus loin, ils ont juste qu'à scroller un petit peu. Le souci, évidemment, c'est que ça va justifier de très gros plans de licenciement massifs. Au point même où le directeur de Suez a envoyé un message pas très rassurant à ses 90 000 employés, parlant notamment d'un risque majeur pour les emplois. Donc évidemment, les salariés vont faire grève, mais de toute façon, c'est ni eux ni leur patron qui va décider. Une des branches de Suez s'appelle Suez Eau France. Elle emploie plus de 11 000 salariés. Cette branche-là, elle va être refilée à Meridiam. Meridiam, c'est une espèce de gestion d'infrastructures publiques qui possède beaucoup de choses. Et ça, c'est toute la contradiction du libéralisme. Parce que à la fois, ça critique les monopoles d'État parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de libre concurrence, mais en même temps, quand tu laisses à la libre concurrence faire, tu te retrouves avec des monopoles privés. Ce qui est encore pire. Cette boîte-là, elle assure vouloir maintenir tous les emplois. Sauf que le problème déjà, c'est que c'est une déclaration qui n'engage à rien. Et si on regarde un peu sur les précédents plans de licenciement, on se rend bien compte que quand c'est annoncé, ils disent maintenir les emplois, mais en réalité, très souvent, ils les maintiennent pas. Mais encore pire, c'est que le patron de cette boîte-là, il vient de la Caisse des dépôts, qui est un organe très néolibéral. Ce qui fait 2 grosses raisons de douter quand même de la sincérité de Veolia quand ils disent ça. Après, on va pas faire passer Suez pour des gentils. Ils ont clairement annoncé vouloir renforcer leur stratégie actionnariale en faisant de la sélectivité dans leur activité. Et ce charabia, en gros, ça veut dire qu'ils ne vont pas vraiment investir dans la gestion de l'eau puisque ça ne rapporte pas assez pour les marchés financiers. C'est donc une guerre entre une grosse boîte capitaliste qui va se faire bouffer par une encore plus grosse boîte capitaliste. Bon, ça, c'est pas vraiment nos affaires, mais en fait si, parce que ça va ne faire qu'empirer la situation. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est le rôle de l'État. Parce que l'État, je le rappelle, il est actionnaire de Suez. Et donc, il constate que Veolia fait une OPA hostile à Suez pour racheter Suez contre la volonté de Suez, ce qui va provoquer au minimum un gros dérèglement dans la gestion à la fois de l'eau et des déchets, ce qui n'est pas rien. Mais en plus de ça, ça va provoquer des licenciements de masse, le tout sous fond de crise économique assez violente et de bouleversements climatiques. Parce que je rappelle que l'eau, ça va quand même être une donnée essentielle dans les années à venir. Enfin, c'est même vital une gestion de l'eau parce qu'on l'a vu avec les sécheresses qui vont s'accélérer, qui vont se renforcer. Il faut qu'on puisse piloter la distribution de l'eau pour que ce soit équitable pour tout le monde. Et ça, c'est en totale contradiction, évidemment, avec les monopoles privés. Et tout ça, messieurs, dames, tout ce bouleversement, tous ces licenciements, uniquement pour que Veolia devienne un monopole privé, pour qu'il puisse renforcer son rapport de force contre l'État, pour que son lobbying soit plus efficace et qu'il puisse gagner énormément de fric avec ça. Parce que quand ils ont le monopole, ils ajustent les prix comme ils veulent.
Et s'ils font du lobbying efficace face au gouvernement, enfin bref. Ce qui fait que c'est quand même pas une raison de dingue. Enfin, c'est totalement contre l'intérêt général, t'as aucune raison de laisser faire ça. Sachant aussi une chose d'important dans cette équation, c'est que le gouvernement est totalement armé pour empêcher ce genre d'OPA. Parce que Montebourg a fait passer un décret en 2015 qui permet de le faire. Ce qui fait que le gouvernement peut empêcher une opération financière qui n'a absolument que des désavantages sur tous les plans que ce soit. Et que fait Castex? Eh ben il est content, voilà, il est content parce que ça va créer un champion mondial de la gestion des déchets et des questions environnementales. Même si ce champion est une entreprise privée qui se comporte comme la pire boîte capitaliste en bourse. Mais évidemment, Bruno Le Maire l'a annoncé, il est là pour s'assurer que tout aille bien dans cette opération. Et franchement, pour quelle raison on ne pourra pas faire confiance à Bruno Le Maire? Parce que Bruno Le Maire, il a quand même assuré sur absolument tous les derniers dossiers industriels. Sauf pour Air France, évidemment, puis pour Hop, puis pour Cora, puis pour PSA, puis pour Conduent, puis pour Alinéa aussi. La question qu'il faut se poser étant, une question un peu voilà, mais est-ce que oui ou non, on a un gouvernement? Parce qu'ils ne font rien, quoi. On constate, ils ne font rien. Donc, est-ce qu'on a un gouvernement ou est-ce que ce sont juste des gens qui s'agitent devant la caméra pour faire croire qu'eux et prendre juste les décisions qui permettent aux grosses entreprises de laisser faire leur business? En tout cas, gouvernement ou pas, ce qui est sûr, c'est que personne ne gouverne ce pays. Et ça va pas changer avec François Bayrou. Évidemment. Tu sais, c'est le nouveau commissaire au plan qui a annoncé tranquillou, voilà, qu'il n'y aura pas du tout de planification en fait. Ce sera juste une mission de perspective. Ce qui fait que le monde d'après, c'est comme le monde d'avant, sauf que là on a un Bayrou qui nous offre des perspectives. Voilà, c'est pas ouf sexy quand même. C'est ça que je trouve incroyable dans le en même temps de Macron et de la Macronie, c'est qu'il est hyper radical, c'est que à la fois ils assument des choses qui vont à un extrême et à la fois ils assument aussi les choses qui vont à l'autre extrême. C'est pas juste, tu vois, un entre-deux, c'est vraiment des choses qui sont opposées. À la fois le président dit qu'il faut planifier et à la fois Bayrou dit qu'il n'y aura aucune planification. Enfin c'est dingue, un tel écart je trouve. Et je sais pas si tu te rappelles, mais la semaine dernière on avait parlé de Castex et son fameux plan de relance. Mais ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il a fait ça devant le MEDEF. Et le MEDEF a réagi en disant globalement qu'il était content vu que c'est ce qu'il avait demandé. Ça rappelle un peu ce moment historique où Macron a accueilli 150 patrons de multinationales à Versailles, ce qui restera l'une des infos les plus parlantes du quinquennat. Et tu devineras jamais pourquoi le MEDEF est aussi satisfait que ça. Parce qu'à travers ce budget et aussi celui historique entre guillemets européen, la France s'engage à faire passer la réforme des retraites, à ne pas respecter les accords climatiques internationaux et à mettre 100 milliards sur la table pour les entreprises, et ça sans aucune contrepartie sociale. Et après ça, t'as les jeunes avec Macron qui osent dire que Macron, c'est le président des jeunes et pas le président des riches. Ouais, ça existe, ouais. Il y a les jeunes avec Macron, ça existe, c'est les jeunes et ils militent là sur internet pour Macron. Ce sont des jeunes qui militent pour... Ouais, non, mais si, ça existe, je te jure. D'où l'appel à manifester déjà le 12 septembre de la part notamment des Gilets jaunes, mais aussi celui de la CGT 5 jours plus tard pour faire des grèves. Des initiatives qui comptent bien faire monter la pression et réveiller le mouvement social à ce moment précis où les puissants tentent le tout pour le tout. Ah oui, et gros bisous aux cheminots. Voilà, c'est gratuit comme ça dans la vidéo, mais en vrai, on s'en est pas vraiment rendu compte avec tout le bordel, mais la loi retraite, elle n'est pas passée. Il y a eu le 49.3, il y a eu le machin, mais elle est toujours dans son parcours parlementaire. Ce qui montre bien que les mobilisations sociales, ça marche bien. Même si c'était pas une victoire éclatante, on a gagné quoi. On a gagné. Donc il faut y aller quoi, merde. Mais la Macronie, c'est pas que ça, c'est aussi la voix de la France à l'international. Enfin, en tout cas, c'est vendu comme ça. Et on va revenir sur cet épisode où Macron a visité le Liban juste après l'explosion, là, tu sais, avec les manches retroussées, avec les caméras de partout. À ce moment-là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en gros, le discours de Macron, c'était si vous voulez l'aide internationale, il va falloir accepter aussi les demandes du FMI, qui consistent en fait à libéraliser un pays. Sauf que le souci, c'est que le coco, il n'était pas totalement honnête sur sa démarche. En secret, le gars, en fait, il a fait une réunion avec le Hezbollah. Donc tu vois, sur l'échelle de la pire idée du monde, ça doit quand même être pas mal parce que faire une réunion avec le Hezbollah au Liban après une explosion et après ça te fait passer pour un espèce de souverain, tout ça, ça pose quand même souci. Mais en fait, Macron, il comptait sur le fait que personne ne le sache. C'est raté. Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Ouais, là tu viens de voir une vidéo de ton président à toi, qui engueule un journaliste à l'étranger parce qu'il a fait son boulot.
Voilà. Résultat, des manifestations qui ont eu lieu contre ces manigances dans un pays déjà instable, ce qui fait que l'initiative du président, ça a surtout foutu plus le bordel qu'autre chose. Et pendant ce temps-là, il y a du neuf dans les grandes aventures de Dupond-Moretti au gouvernement. En fait, le gars, il est devenu ministre de la Justice, et il a voulu s'entourer dans son cabinet de personnes qu'il connaissait, qui sont plus ou moins d'accord avec lui. Ce qui est à peu près logique dans la normalité des choses. Donc il avait trouvé une magistrate qui était plutôt cool et qui avait accepté cette demande. Sauf que le souci, c'est que cette magistrate, c'est elle aussi qui avait mis en procès Bayrou pour détournement de fonds quelques mois seulement après l'élection d'Emmanuel Macron. Résultat, Moretti a été contraint de la remercier 3 jours après son arrivée et son cabinet a finalement été composé par la Macronie elle-même. Ce qui pose pas mal de questions politiques, mais aussi sur la marge de manœuvre réelle de Dupond-Moretti dans cette administration. On va parler de Schiappa. Est-ce nécessaire de parler de Schiappa? Je sais pas, mais en tout cas, elle a fait une petite émission de télé là, où elle a fait le sale boulot en affirmant, en assurant, en communiquant à tout le monde que la dérive autoritaire en France allait se renforcer. Et ça à travers une future loi qui veut lutter contre les ennemis de la République, permettant au ministre de stopper toute subvention d'une association qu'il juge dangereuse. Et c'est bien le juge dangereuse qui est problématique là. Et bien sûr, ils nous vendent ça, tu sais, avec l'islam politique, la radicalité, machin, ils nous font passer la petite pilule avant, mais on se doute que ce genre de truc, ça peut potentiellement servir d'arme politique aussi, puisque le ministre lui-même va pouvoir décider si oui ou non telle association va être subventionnée ou non. Et si on regarde un peu, toutes les dérives autoritaires qui ont été faites par la Macronie, mais globalement, sont toujours vendues pour essayer de lutter contre un autre ennemi. Donc on dit qu'on fait ça pour ça, mais en réalité on le fait pour des raisons politiques qui sont de l'ordre de se garder au pouvoir. Et ça concerne les ennemis de la République, les ennemis de la République. Et vu leur discours, notamment concernant les Gilets jaunes, on peut se méfier quand même. Ah oui, sinon, autre nouvelle, Pénicaud, tu sais, le faut travailler, l'ancienne ministre du Travail, elle a retrouvé du travail justement après s'être fait virer, là, à 65 ans, elle est devenue ambassadrice de l'OCDE. Et pour ceux qui ne connaissent pas, l'OCDE, c'est grosso merdo l'institution internationale qui consiste à promouvoir au maximum le libre marché, la libre concurrence, le néolibéralisme, tout ça. Et ce qui est, je trouve, quand même une belle conclusion par rapport à ce qu'elle a apporté à la France, parce que, elle disait un peu comme tous les autres qu'il faut travailler pour mériter. Et là, elle a vraiment très bien travaillé pour les lobbies néolibéraux et elle a reçu le travail qu'elle méritait. Après, je ne sais pas si elle a parlé du vrai travail, de création de richesse ou de la corruption. Ouais. Dernier scandale, en 2019, la ferme aux 1000 vaches a été condamnée à réduire son cheptel de moitié. Le problème, la préfecture, donc l'exécutif, n'a toujours pas mis en application la décision de justice. Résultat, la ferme abrite encore aujourd'hui de manière totalement illégale près de 850 vaches. Et sans oublier pour la fin une petite sucrerie, le parquet demande le procès en correctionnel de Benalla dans l'affaire des passeports. Voilà, c'est quand même cool de savoir ça. Et l'autre bonne nouvelle, à part évidemment le livre de Lionel Jospin, c'est Emmanuel Macron qui a refait un discours pour les 150 ans de la République. Donc j'imagine que tu l'as vu ce discours quand même, non? Non? T'as pas vu ce discours, quoi? Putain, mais pourtant il y avait des trucs absolument incroyables qu'il a dit, des choses qui prenaient dans le cœur, qui donnaient énorme... Non, c'était pas ouf du tout. Enfin, du tout, c'était très convenu comme discours. Il a parlé, évidemment, on s'en serait douté, les élections arrivent, de laïcité, de séparatisme, de statuts qu'il ne faut surtout pas déboulonner. Il a fait, en passant, une petite glorification des rois. Il a fait une référence à Mélenchon qu'il a dû croire subversive, une petite marseillaise, et c'est tout, quoi. Rien de dingue, mais on prend le temps quand même de l'analyser bientôt quand on va papoter de la République sur cette chaîne. Mais dans tout ce bazar, il y a quand même deux trucs qui sont intéressants. Bon, déjà, il y a un truc, c'est que la République n'a pas du tout 150 ans. Mais ça arrange bien Macron parce que, évidemment, nous, on est un peuple français qui, politiquement, s'est construit avec la Révolution française. Mais le fait de remonter jusqu'à la Révolution française, ça implique au fait que, on a lutté contre un roi qui abusait de son pouvoir et qui affamait son peuple. Ce qui, forcément, n'arrange pas trop Emmanuel Macron, donc lui, il préfère faire référence plutôt à la Troisième République en 1870. L'autre symbole, c'est que 1870, c'était le gouvernement de Thiers qui a massacré la Commune de Paris, qui pour le coup, elle, était réellement une république sociale et démocratique. Un massacre de la Commune qui s'est fait pendant que le gouvernement s'était réfugié, où ça? À Versailles. Voilà. Donc tu vois, là on peut faire des connexions symboliques assez importantes. Deuxièmement, sur son compte Twitter, il a lancé un courageux « Vive la République et vive la France ». Ça a été liké par des dizaines de milliers de personnes. Donc probablement, tu as des pro-Macron, tout ça, qui ont liké, voilà, pas de souci. Sauf que Tropical Boy a regardé de plus près qui réellement a liké ces trucs et oh mon dieu, il est tombé sur plein de comptes gérés par des robots. Voilà, c'est une belle conclusion de cette histoire. Macron qui fait un discours vide sur la République en se trompant d'anniversaire et le tout a été relayé par des ordinateurs. Tout un symbole, encore une fois. Donc ça, c'est tout ce qui concernait la politique un peu franco-française du gouvernement, mais il reste quand même tout un tas d'informations qu'on va rapidement voir ensemble.
Une info qui pourra passer inaperçue, mais en vrai c'est important pour la suite, une ville chinoise a été obligée de couper sa 5G la nuit car elle consommait trop d'énergie. Bon, ça reste sectoriel, mais ça pose quand même le problème de la limite d'une telle technologie. D'ailleurs, on en parle souvent de la 5G sans vraiment l'approfondir, ce qui est un peu frustrant. Donc on va essayer de le faire pour septembre, cette vidéo-là. Une nouvelle histoire d'incident qui va causer probablement une marée noire après l'incendie d'un pétrolier au Sri Lanka qui reste aujourd'hui encore non contrôlé. Le bateau transporte près de 300 000 tonnes de pétrole. Toujours sur Reporter, vous pouvez retrouver un carnet plein de vie qui concerne la ZAD de Saint-Nazaire qui s'est installée sur les berges de la Loire parce qu'elles sont menacées de bétonnage. Une lutte qui s'est installée fin août et qui est toujours sous surveillance policière. Et si vous êtes du genre à aimer les bonnes nouvelles, cet article il va clairement vous plaire. Et pour finir aussi, on va faire quelques conseils de lecture pour essayer d'approfondir et d'aller un peu plus loin que l'actualité. Parce que toi-même, tu sais, le plus gros danger avec l'actualité, c'est d'être emporté, tu sais, par plein de nouvelles, par plein de trucs et tout ça. Donc c'est vraiment important de prendre du recul et de voir des analyses. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous proposer ici. Bastamag nous cause de l'éducation nationale de la Startup Nation qui, par l'austérité et les nouvelles technologies, va considérablement appauvrir l'école et l'enseignement. Un appauvrissement qui va surtout aggraver les inégalités de classe sociale, comme le montre Stéphane Bonnery dans cet entretien. David Graeber, lui, est mort. Voilà, c'est triste. C'est un des grands penseurs de l'anarchisme contemporain qui a notamment écrit 5000 ans Histoire de dette et sur les métiers à la con, les bullshit jobs. Les nombreux articles qui lui rendent hommage sont une nouvelle occasion de se pencher sur son travail essentiel qui resteront, quoi qu'il arrive, des armes intellectuelles pour se défendre face à l'idéologie dominante. Bernard Friot, lui, n'est pas mort, bien au contraire. Il a fait d'ailleurs un super entretien sur le média qui s'appelle Le Vent se lève, où il explique notamment à travers une analyse marxiste que la transformation du travail oblige la bourgeoisie à renforcer son autoritarisme à travers l'État. Et c'est typiquement ce genre de truc qui redonne du sens à l'actualité. Et tu l'as sans doute vu, il y a eu, tu sais, sur les masques, une vidéo sur le canard qui est sortie là il y a pas longtemps. Et donc dedans, il y avait quand même pas mal de maladresses, il manquait une expertise ou des analyses un peu plus approfondies. Et surtout, peut-être que j'ai pas réussi à transmettre tout le danger que pouvait représenter le masque parce que c'était quand même un outil qui permettait de faire une grosse dérive autoritaire. Donc on va pas revenir sur le débat de l'outil, de tous ces trucs-là, mais en gros, ce côté-là un peu dangereux, il n'a pas forcément été bien transmis. Par contre, il y a un gars qui a réussi à le faire super bien. Ça a été écrit par un ancien militant du Tarnac et ça rappelle simplement tous les faits qui montrent bien le tournant un peu chelou et un peu anxiogène que prend notre société suite à cette crise sanitaire. C'est long, c'est vrai, mais c'est terriblement nécessaire. Et c'est là-dessus qu'on termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de faire ça, encore une fois, avec le nouvel objectif là que j'ai acheté qui permet de faire des trucs grand angle, qui va être utile pour les photos, mais aussi en vidéo. On va essayer de tenter des trucs. Donc n'hésite pas à me dire si ça te plaît des plans un peu plus grands comme ça, tu vois. Sinon, le Canard Réfractaire, c'est 3 vidéos par semaine au minimum. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Et en ce moment, tu as même des vidéos le dimanche. Incroyable. Et donc, si ce genre de contenu, ça te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne du Canard Réfractaire. Voilà, ça coûte rien et c'est plutôt cool. Et on se retrouve donc mercredi pour une vidéo qui va préparer un peu le 12 septembre parce qu'on va parler des révolutions citoyennes, populaires qu'il y a un peu partout dans le monde et qui ressemblent vachement quand même à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. En tout cas, c'était un plaisir. À la prochaine. Des bisous, tout ça, tout ça. Et ce que les gens ne savent pas à propos de Pluton, c'est qu'il est végétarien en fait. Regarde. Hop. Il adore manger des feuilles. Bon, c'est peut-être parce qu'il traîne un petit peu trop avec les chèvres aussi. Et là, il faudra qu'il rentre dans le plan. Ouais. Recule, allez. Ah, voilà, encore. Encore, allez. Voilà, encore. Très bien. C'est compliqué de tourner avec un âne. Hein. Et voilà, Loulou. C'est bien, Loulou. Et donc, Filou, c'est à toi, épate-nous. Il a eu peur. Mais non, il sait pas trop quoi. Oui, il y a le texte pourtant. Viens. Marchez, Filou. Quack.